Bonjour et bienvenue dans le podcast Spiritual Coffee Talk. Je m'appelle Clémence et j'ai décidé de partager mes réflexions, mes prises de conscience et prises de recul afin de vous pousser à reprendre le contrôle de votre vie et de trouver votre juste place. Professionnel ou simple curieux, je vous propose ici un moment de partage suspendu dans le temps, une conversation où je vous expose des moments de vie qui m'ont permis d'évoluer. Alors, servez-vous une bonne tasse de café ou de thé et installez-vous confortablement. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast Spiritual Coffee Talk. J'espère que vous allez tous très très bien, malgré les derniers événements astro, j'ai envie de dire, entre les pleines lunes, les éclipses. Je crois qu'on est en fin de rétrograde de Mercure, ce qui est relativement pas mal. Donc voilà, on se retrouve ce matin. Moi, je me suis fait un petit cappuccino maison avec mon mousseur à lait électrique. Donc voilà, je me fais plaisir. Prenez votre petite boisson, que ce soit thé, café, faites-vous plaisir. Et puis, on va démarrer. J'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui de l'ego. Je sais que c'est un sujet qui a été énormément traité et beaucoup en développement personnel. Malgré tout, j'avais envie d'y donner un petit peu ma pierre à l'édifice. Je vous ai fait un petit post sur mon compte Instagram, @lafilleduchaos, avec une illustration, des illustrations artistiques, peinture, sculpture, où je fais le parallèle entre l'ego et le mi-ange, mi-démon. Voilà, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je vais pas développer dans ce podcast puisque je l'ai déjà fait en post. Ça vous donne un peu des informations complémentaires. Je vulgarise un petit peu ma vision des choses par rapport à tout ça. Après, effectivement, je vais quand même revenir sur 2-3 notions qui me semblent importantes pour comprendre toute la problématique que je veux développer aujourd'hui. Donc, comment cohabiter avec son ego, avec l'ego en général, parce que je parle de notre ego, mais l'ego des autres aussi, puisque nous sommes des êtres sociaux, donc nous interagissons avec nos semblables. Je suis partie d'un constat, tout simplement. Vous savez, moi j'adore les émissions type SOS, Ma famille a besoin d'aide, qui était avant Pascal le grand frère, Super Nanny, et puis récemment sur YouTube il y a un monsieur qui s'appelle Tony Sylvestre qui fait des épisodes sur sa chaîne Esprit Dog et donc qui est un éducateur canin. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous avez l'impression que ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, entre guillemets, je vais appeler ça un peu la sainte trinité de l'éducation. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que bien que ce soit un peu... bien sûr, ça reste des émissions télévisées, donc on est sur du média et un format qui reste assez télé-réalité. N'empêche que derrière, il y a un vrai message et un vrai travail auprès des gens, oui, parce que même pour les chiens, en fait, c'est auprès des gens qu'il y a un vrai travail de prise de conscience, de correction du comportement. Voilà, c'est tout un cheminement. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que mon constat, en fait, par rapport à tout ça et par rapport aux situations que je vis tous les jours, que je peux rencontrer dans mon quotidien et que vous rencontrez aussi beaucoup dans votre quotidien, c'est le fait que quand il y a des conflits et qu'il y a des situations un peu difficiles à aborder avec les autres, ou voilà, j'ai constaté, en tout cas dans la majorité des cas, qu'il y a personne qui s'écoute vraiment. Il y a tout le monde qui parle en son nom et qui même se défend. Alors je trouve que ce mot défendre, il est super important parce que dans les échanges qu'on a comme ça avec autrui, plutôt que de justement d'échanger, de partager les points de vue et de s'écouter avec bienveillance, tout le monde se défend. Alors oui, se défendre, d'accord, mais de qui, de quoi, en fait. Et c'est ça la grande question que j'ai l'impression qu'on zappe un petit peu dans ce genre de conflit. C'est, d'accord, on prend une position défensive, mais dans quel but ? Et donc, moi, je pars de ce constat-là, et pourquoi je fais lien avec ces émissions-là ? C'est parce que c'est des gens qui prennent des situations conflictuelles qui peuvent toucher n'importe qui,
vraiment n'importe qui, indépendamment du genre, de la classe sociale, enfin de tout et n'importe quoi, ça peut toucher n'importe qui. Les conflits entre les proches et les familles et les enfants, les ados, et puis même l'éducation canine des gens qui ont du mal avec leurs animaux, donc particulièrement leurs chiens. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas forcément le fait que ce soit des chiens, mais le fait d'avoir tout un apprentissage et tout un processus de conscientisation qui fait que ces gens-là vont corriger certaines choses et vont se rendre compte qu'eux-mêmes commettent leurs propres erreurs et sont leurs propres bourreaux, finalement. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, pour moi... Alors, encore une fois, hein, je vais faire un petit aparté quand même, un petit disclaimer. Tout ça, c'est ma vision des choses. Encore une fois, je ne détiens pas la réalité ni la vérité universelle. Je vous expose ma vision des choses, comment moi je perçois et de ce que moi j'ai appris et ce que j'ai constaté, ma réflexion. Donc, si ça vous parle et que ça peut vous aider, je suis contente, je suis ravie parce que c'est le but. Et si ça ne vous parle pas ou que vous n'êtes pas complètement d'accord, je serais ravie de pouvoir vous lire en commentaire et qu'on puisse en échanger et que vous puissiez le transmettre aussi à ceux qui écouteront ce podcast et qui viendront lire vos commentaires pour avoir plusieurs points de vue. Bref, fin de l'aparté. Donc tout ça pour moi, ce sont des réactions égotiques. Vous savez, on a beaucoup ces phrases qu'on entend et qu'on dit soi-même, du style « il a été piqué dans son ego »,« il a un ego surdimensionné ». Vous voyez ce genre de phrase, et souvent, du coup, c'est très péjoratif et c'est très négatif comme remarque. Généralement, quand on trouve que quelqu'un a un ego surdimensionné, c'est que bon, il prend beaucoup de place, on le trouve un petit peu égocentrique. Enfin voilà, et pareil, égocentrique, le centre de son ego, on est le centre de soi-même. Encore une fois, l'ego, il a plusieurs définitions selon les disciplines qui l'ont étudié. Ça, je voulais un petit peu plus développer, même si c'est vulgarisé dans le post Instagram, donc n'hésitez pas à aller le lire. Je répète, c'est @lafilleduchaos, mais je vous le mets généralement en description de la vidéo, enfin de cette vidéo podcast YouTube. Donc vous pouvez le retrouver facilement. Et donc, ça a été étudié en philosophie, en psychologie, en dev perso et même en religion. Parce que comme je vous dis, généralement, c'est pas quelque chose de très positif quand on dit que quelqu'un a de l'ego. Et pourtant, tout le monde en a. Donc, parfois, ça dérange de voir qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de place par leur ego. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Donc, si vous voulez, je vais reprendre un petit peu depuis le début. Donc, je vous ai dit, hein, l'ego, c'est affaire à soi. C'est une espèce de conscience de soi, une représentation de soi, et quelque chose qui parfois est vu comme négatif. En religion, on préfère s'en débarrasser, entre guillemets, puisque dans la spiritualité et la religion, l'ego, c'est ce qui va entraver le cheminement spirituel et qui va entraver l'éveil et le fait de pouvoir grandir et s'élever, tout simplement. En fait, dans nos vies, dans notre vécu, on a tous, sans exception, vécu des choses qui nous ont construits. Ça, c'est par contre une vérité qui est quand même indéniable. Et on s'est construit donc sur des choses qu'on a vécues qui sont plus ou moins des expériences qui ont été bénéfiques ou qui nous ont causé du tort, du mal ou des souffrances à des degrés plus ou moins élevés. Tout ça, je vais un petit peu le résumer parce que c'est pas forcément le sujet de ce podcast. On va appeler ça ce que vous entendez couramment et surtout en ce moment, les 5 blessures. C'est-à-dire la blessure de l'humiliation, l'abandon, le rejet, l'injustice et puis la trahison. Et en fait, tout ça, ce sont des blessures qui apparaissent en ayant vécu des situations traumatisantes, parfois, et puis qui nous ont fait nous construire sur des mécanismes de défense. Ce que j'appelle mécanisme de défense, c'est ce qui nous sert à contrer justement ces situations difficiles qui, à l'avenir, nous font écho à ce qu'on a déjà vécu, et donc, pour y survivre et pour pouvoir faire en sorte que ça ne nous touche pas, on met en place des choses et des stratégies
qui font qu'on va répondre de telle ou telle manière. Et ça va dépendre également de la personnalité, du caractère de la personne. Donc d'une personne à l'autre, dans la même situation, on va pas du tout réagir de la même façon, puisqu'on n'aura pas le même caractère, et puis évidemment on n'aura pas le même vécu. Donc quelqu'un qui va avoir une blessure de trahison dans une situation et quelqu'un d'autre qui aura une blessure de trahison, dans la même situation, ne vont tout simplement pas mettre en place les mêmes choses pour y répondre. Il y en a qui vont être en fuite, il y en a qui vont être en colère et qui vont aller, je sais pas moi, dans la violence et les insultes. Enfin voilà, ça peut différer. Et donc ça, c'est le mécanisme de défense. Le truc, c'est que, alors, ces blessures-là, quand on les ignore, d'ailleurs je fais encore un petit aparté, si vous avez envie d'en apprendre plus sur les blessures sur lesquelles vous êtes concerné, il y a plusieurs livres, plusieurs auteurs qui en ont fait leur sujet d'écriture et d'études. Personnellement, je vais encore le citer encore une fois, c'est les livres de Lise Bourbeau que je conseille grandement. Et je trouve que son écriture est très accessible et que vous allez comprendre très rapidement et c'est facile de pouvoir s'identifier à la description qu'elle en fait. Donc les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc aparté terminé. Donc quand on les ignore, ces blessures, en fait, elles nous conditionnent à réagir en fonction de ce qui nous fait peur. Donc c'est-à-dire les mécanismes de défense. Et ce qui nous fait peur et ce qui nous dit là c'est difficile, il faut tout de suite que tu réagisses pour te défendre. Justement, on revient à la défense. C'est l'ego qui parle. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, l'ego, c'est comme un protecteur paranoïaque. Je l'imagine un petit peu comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut nous protéger de ce dont on a peur, de ce qu'on a peur de subir, des situations qui nous font écho à des choses qui sont difficiles à vivre pour nous. Sauf que, pour nous protéger, il nous empêche d'expérimenter des choses. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vers des nouvelles expériences, vers des situations conflictuelles pour essayer de les comprendre, sa stratégie, ça va être plutôt l'éviter et faire en sorte de mettre en place des choses que vous connaissez déjà, même si c'est pas la meilleure façon de faire, même si c'est des choses qui vont pas forcément vous être utiles, parce que vous allez rester ancré sur des schémas qui vous sont pas bénéfiques du tout. Donc quand je dis ça, en fait, l'ego, il vous empêche d'expérimenter des choses pour apprendre, et voir qu'on est capable de survivre. Parce qu'en fait, votre ego, il vous dit, voilà, dans telle situation, tu as déjà vécu ça, si tu te replies pas maintenant, tu vas pas survivre, tu vas en mourir. Voilà. Et l'ego, son but, lui, c'est de survivre. Il a peur de tout ça. En fait, tout ça, ça a à voir avec quoi ? Ça a à voir avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est super important. C'est vraiment un concept de construction psychique qui se construit tout au long de l'enfance et qui peut varier toujours tout au long de la vie. En fait, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas définitif, mais qui se construit par l'entourage, par le fait d'expérimenter des choses, justement. En fait, l'estime de soi, si vous voulez, quand on a des bonnes expériences qui augmentent la valeur de notre estime de soi, on sent qu'on est conscient en fait de nos capacités, de notre valeur, de ce qu'on est capable de faire, et même au-delà, on a confiance en soi. L'estime de soi, ça aide à avoir confiance en soi. Ça veut dire qu'on se considère, qu'on ne se rejette pas tout simplement. Sauf que on peut avoir une estime de soi qui est plus ou moins normale, qui n'est ni trop forte ni trop faible, mais quand elle est tirée à l'extrême, trop forte ou trop faible, ça peut avoir des conséquences. Donc c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, une estime de soi qui est trop faible, on va avoir peur de tout. On va avoir peur d'expérimenter, on va pas avoir confiance, on va se dire ah non, mais là, je sors pas, de toute façon, moi je fais pas ça. On va avoir des paroles très difficiles envers soi-même. Et tout ça, ça va être issu de remarques tout au long de notre vie, de mauvaises expériences avec peut-être les mauvaises personnes. Et du coup, on va avoir peur de recommencer ce genre d'expérience puisque la dernière fois qu'on l'a fait, ça s'est mal passé. Et donc notre ego nous dit, ça va se repasser de la même manière. Et quand on a une trop forte estime de soi, c'est quand même bien d'avoir beaucoup d'estime de soi, c'est important, mais quand elle est un petit peu, pareil, tirée à l'extrême, on sait que les extrêmes ne sont jamais bons, il faut toujours chercher l'équilibre, pardon.
l'estime de soi qui est un peu trop forte, là oui, on va faire face à un ego qui est effectivement surdimensionné, des gens qui pensent être un peu mieux que tout le monde, c'est-à-dire que ils valent mieux que les autres. Voilà, tout simplement, alors que il n'y a pas de comparaison à faire en fait, il n'y a pas de hiérarchie de ce type-là. Donc tout ça en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que parfois, donc on a les peurs, dont je vous faisais la description tout à l'heure, et on a aussi la honte qui joue. Parce que le fait des fois, souvent d'ailleurs, et ça c'est la problématique qu'on rencontre le plus souvent, c'est plutôt une faible estime de soi. Il y a une majorité de personnes qui ont une faible estime de soi plutôt qu'une forte estime de soi, et c'est dommage. C'est qu'il y a la honte, surtout. La honte de soi, en fait. Je suis pas capable, je suis nulle, je suis une merde, je mérite d'avoir ça. Euh, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Voilà, qui continue à se laisser souffrir et à ne rien dire pour ne pas déranger les autres, pardon, puisque, en fait, alors, je suis désolée si vous entendez derrière, je sais pas si vous entendez, c'est mon chat qui est en train de gratter sa litière, ça vient de m'interrompre. Voilà, ça c'est la vie quotidienne de toute façon, hein. Bon bref, euh, qu'est-ce que je disais du coup? Que beaucoup de gens avaient une faible estime de soi et du coup qui pouvaient avoir honte de leur propre personne en fait. Et le fait de ne pas avoir assez confiance en les autres pour pouvoir parler de ça et être assez en confiance pour se montrer tel qu'on est, ça montre aussi toutes les mauvaises expériences qu'on a pu vivre et les mauvais conditionnements sur lesquels on s'est construit. Donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on réagit par honte ou par peur, généralement, dans des situations où on est dans l'échange, ça crée du conflit, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on réagit par l'ego. C'est l'ego qui réagit, parce que comme il veut nous protéger de la honte et de la peur, c'est lui qui va réagir pour nous défendre. Sauf que dans beaucoup de situations, on n'a pas besoin de se défendre. Je vous donne un exemple que j'ai de Lise Bourbeau dans son livre Le pouvoir de l'acceptation, que je vous conseille vraiment de lire, qui est vraiment très très bien. Elle dit que quand on a peur pour les autres et qu'on vit des situations qui sont difficiles, qu'on veut pas déranger, que machin, que toutes ces petites raisons-là, en fait, c'est complètement illusoire, dans le sens où généralement, en fait, on a peur uniquement pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'éprouve pas d'empathie envers autrui, hein. C'est pas ça, hein. Mais quand on réagit par l'ego, à ce moment-là, on a peur pour soi, on n'a pas peur pour les autres. Je vous donne l'exemple qu'elle cite dans son livre, qui est issu de vraies consultations qu'elle a eues. Dans une situation, on a un monsieur dont le neveu vient de décéder. Je vous donne pas les détails parce que c'est pas du tout le sujet, et voilà. Donc son neveu vient de décéder et donc forcément sa sœur se retrouve dans un état de chagrin, de choc émotionnel et voilà, c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne de perdre son enfant. Bien évidemment que là-dedans l'empathie, on ne peut que faire preuve d'empathie. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que ce monsieur-là, la réflexion qu'il a eue, c'était déjà de se sentir impuissant par rapport au chagrin de sa sœur. Évidemment, lui-même dans le chagrin d'avoir perdu quelqu'un qui lui était cher, son neveu. Mais la réaction première qu'il a eue, ça a été « je ne sais pas comment l'aider et je ne veux pas, je ne veux pas qu'elle voie que je vais bien parce que elle ne va pas bien. » Donc sa réflexion à lui, ça a été de se dire « si ma sœur n'est pas heureuse, je n'ai pas le droit d'être heureux. Je ne dois pas m'autoriser à être heureux. » Pourquoi ? Pourquoi ? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lise Bourbeau, en lui posant des questions, elle lui a fait identifier le vrai problème. En fait, il n'avait pas peur réellement pour sa sœur, bien évidemment qu'il était dans l'empathie par rapport à la souffrance de sa sœur, mais ce dont il avait peur, c'est de lui-même être heureux alors elle ne l'était pas. Et pour lui, là, c'était pas juste. Et tout ça, c'est une réaction de l'ego. Sauf que ce qu'il faut comprendre dans des situations comme ça, c'est que lui, il se dit tout seul qu'il faut qu'il l'aide et qu'il n'a pas le droit d'être heureux pour pouvoir l'aider. Sauf que cette personne-là, sa sœur, excusez-moi,
Sa sœur, elle ne lui a jamais demandé ça. Non seulement elle ne lui a même pas demandé d'aide, puisque peut-être qu'elle n'en ressentait pas le besoin et que elle avait plutôt envie de vivre ça dans son coin, ce qui peut être compréhensible. Et finalement, on ne peut pas le savoir avant d'avoir posé la question à quelqu'un, plutôt que de se faire des films et de répondre à sa place. Et à ce moment-là, on le prive du libre arbitre. L'ego prive du libre arbitre d'une autre comme de celui d'autrui. Et donc, sa sœur n'aurait jamais, au grand jamais, voulu voir que son frère était aussi malheureux qu'elle. Ça aurait rajouté encore plus à son chagrin. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'encore une fois, le fait de s'être fait cette réflexion-là, de dire bah, je vais pas être heureuse si elle est heureuse, et d'avoir peur de ça, en fait, c'est une réaction de l'ego. Et en fait, ça sert qui? Est-ce utile pour quelqu'un? Non, ça n'est utile ni pour lui-même parce qu'il ne va pas être heureux et il ne va pas pouvoir vivre son propre chagrin à sa manière, et sa sœur ne va pas être plus heureuse parce que son frère n'est pas bien. Donc voilà, pour vous dire que l'ego, parfois, il nous fait faire des trucs, il nous fait dire des trucs en pensant que c'est la bonne solution, alors que finalement, c'est juste des choses qu'on reproduit et des choses qu'on se... Il essaye de nous convaincre de certaines choses, alors que finalement, c'est peut-être pas les meilleurs comportements, les meilleures solutions à prendre. Je fais une petite pause cappuccino. J'espère que jusque-là, ça vous intéresse. Que vous aussi, vous faites plaisir avec votre petite boisson. Donc, pour nous en revenir à tout ça, c'est comment on fait justement pour faire en sorte que ce soit plus notre ego qui parle et qu'on puisse venir en aide à ceux qu'on aime et puisse conscientiser tout ça et ne plus réagir par peur, parce que c'est un petit peu ça le principe, c'est que à force d'avoir peur de tout, on ne vit plus rien. Et le but d'être sur cette terre et d'expérimenter cette vie, bah, c'est de vivre en fait. Sinon, on ne serait pas là. Donc le principe de pouvoir rendre hommage à cette chance qu'on a d'être sur Terre et d'être en vie, eh ben, c'est de vivre, c'est de s'autoriser à vivre des expériences justement et à découvrir des choses. Donc comment on fait? Moi je parle de rééducation de son ego. Pour moi, il faut le rééduquer. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous parlais au début d'éducation, de la Sainte Trinité télévisée de l'éducation et du social quelque part. C'est parce que quand on se construit sur des schémas qui sont dysfonctionnels avec, je sais pas moi, un entourage proche qui eux-mêmes se sont construits sur des schémas dysfonctionnels, bah forcément on reproduit puisque les parents ne sont pas en capacité de montrer, pas de montrer l'exemple, mais de guider pour tout ça puisque eux-mêmes subissent aussi les mêmes choses. Eh bien, il faut qu'on puisse rééduquer notre ego, reprendre les bases de l'apprentissage pour pouvoir lui redonner les bonnes directions à prendre dans les situations données. Alors, comment on fait ça? Déjà, je vous ai donné un premier élément de réponse dans le point précédent, c'est identifier le vrai problème, c'est-à-dire les peurs et les blessures qui sont ravivées dans les situations données. Qu'est-ce qui fait ça? Comment on fait ça? C'est l'indicateur principal qui va vous aider à savoir ça, c'est vos émotions. Donc il faut être à l'écoute de soi-même. Déjà, c'est quelque chose qui est super important parce que vos émotions, elles sont là justement pour vous indiquer les choses qui ravivent des blessures en vous, c'est-à-dire l'agacement, la colère. Souvent la colère c'est quelque chose de très utile dans un conflit justement, parce que si vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous explosez plutôt que de discuter, c'est que ça réveille forcément quelque chose en vous. Je parle en connaissance de cause parce que moi c'est beaucoup la colère qui ressort dans ces moments-là. Quand j'ai une blessure qui a ravivé, je réponds par la colère généralement. Et donc ça aide pas du tout. Vous vous en doutez. Et donc à ce moment-là, laissez-vous guider par vos émotions. Donc déjà, savoir reconnaître ces émotions, les identifier et les analyser pour comprendre quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui vous fait peur à ce moment-là? Vous pouvez vous demander qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans cette situation. Ça aussi, c'est une petite technique de Lise Bourbeau. Ensuite, ça va être d'accepter d'avoir pu tenir le mauvais rôle. Et ça, c'est pas forcément une partie facile. Il faut accepter d'avoir été dans un rôle de victime, d'avoir pu faire du mal aux autres. Il faut accepter de se sortir de ce rôle-là si on ne veut plus être une victime. Si on ne veut plus être une victime,
il faut accepter de l'avoir été et accepter d'en sortir, accepter d'avoir des responsabilités. Donc, si on veut corriger ces comportements-là, donc il faut accepter, reconnaître l'existence de nos comportements et l'existence de cette partie de nous qui a pu faire du mal autour de nous. Pour les reconnaître, il faut les reconnaître. Pourquoi je vous dis ça comme ça ? Parce que reconnaître, c'est connaître, donc naître ensemble avec nos proches, en interaction avec les autres, naître ensemble, et reconnaître, c'est renaître ensemble. C'est-à-dire que quand vous reconnaissez tous les torts, vos blessures, vos faiblesses et les choses que vous avez pu faire pour enfin les corriger, vous renaissez ensemble. Ça vous donne le droit d'exister tel que vous êtes pour pouvoir réapprendre par la suite et donc rééduquer votre ego. À la suite de ça, il faut prendre du recul, prendre le temps de pouvoir intégrer toutes ces notions-là, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est normal, hein, c'est des choses qui prennent du temps, il faut être patient. Donc il faut prendre ce temps de recul et probablement de repos aussi, pour faire le point sur ce qu'on désire vraiment. Ça, c'est l'étape d'après. Qu'est-ce que vous désirez, finalement, vraiment ? Donc ça implique de se connaître. Donc, pareil, se connaître. De connaître nos goûts, nos rêves, nos valeurs, nos ambitions, nos besoins, nos limites. Vous savez, c'est un peu comme les conversations qu'on avait quand on était enfant. Oui, c'est quoi ta couleur préférée ? C'est quoi ton Disney préféré ? Voilà, des choses toutes simples comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait vachement l'impasse là-dessus. On n'apprend plus à se connaître. On colle aux attentes professionnelles, aux attentes de la famille, sans réussir à analyser ce qui nous fait vibrer réellement. Et donc, c'est ça qui est important dans le fait de savoir ce qu'on désire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? C'est quoi vos objectifs ? Voilà, en fait, il faut établir des objectifs précis à court, moyen et long terme et se focaliser sur ces objectifs-là. En fait, il faut que vous puissiez vous imaginer à quel point ça va vous faire vibrer parce que c'est ce que vous désirez vraiment. Donc l'étape d'après, c'est de vous focaliser sur ces objectifs et faire des choses en fonction qui découlent de ces objectifs-là, qui vont augmenter votre estime de soi. C'est-à-dire que vous allez expérimenter des choses, oser faire des choses, être dans l'action et faire des actions qui vont vous montrer que vous êtes capable, qui vont vous montrer que vous avez toutes les capacités en vous et toutes les ressources en vous pour non seulement traverser les événements qui vous font peur et dans lesquels vous avez l'impression que vous allez mourir et que votre ego vous dit « là c'est pas possible, t'es pas capable », et vous allez augmenter votre estime de soi pour vous montrer que oui, vous êtes capable, vous avez de la valeur, vous existez et ce n'est pas rien, vous êtes capable de venir en aide aux autres, vous êtes capable de montrer que non, vous n'êtes pas nul et vous ne servez pas à rien. Et donc, avec cette augmentation de l'estime de soi, il va falloir être tolérant et patient avec soi-même. En fait, si vous voulez, quand je dis ça, c'est parce qu'il faut être tolérant et patient avec soi-même, parce que souvent on se dit ça va pas assez vite, quoi. J'ai pas réussi du premier coup, donc ça veut dire que j'y arriverai jamais. Sauf que c'est pas vrai. Est-ce que vous exigez d'un enfant de quelque chose qu'il a jamais appris, il réussisse du premier coup ? Est-ce que vous avez déjà engueulé un enfant parce qu'il n'a pas réussi à faire du vélo la première fois qu'il a appris ? Non, c'est la même chose pour vous. Enfant, pas enfant, si vous n'avez pas appris quelque chose, vous ne pouvez pas réussir du premier coup. Et donc ça marche pour le vélo, mais ça marche aussi, par exemple, pour aimer de la bonne façon. Vous n'avez jamais appris à aimer de la bonne façon, il ne faut pas vous en vouloir de ne pas réussir du premier coup. C'est normal, c'est des notions qui s'apprennent. L'apprentissage, ça prend du temps, il faut être tolérant et patient avec soi-même. Et du coup, en cohérence avec ça, il faut être patient et tolérant avec les autres. C'est-à-dire que vous avez constaté, vous avez identifié une peur, vous avez identifié une blessure. Sachez que, comme dit Lise Bourbeau, il n'y a pas de coupable ou de fautif dans une situation, mais que des gens qui souffrent et qui ne savent pas comment gérer cette situation. C'est pour cela qu'il faut faire preuve d'empathie envers les autres et comprendre que chacun va à son rythme, et c'est pas parce que vous avancez
beaucoup, ou c'est pas parce que justement vous n'avancez pas autant que vos proches qu'il faut pour autant vous en vouloir ou en vouloir aux autres. Là, il faut être tolérant et patient avec soi-même. On n'est pas tous égaux concernant l'apprentissage, nos capacités d'apprentissage. Donc il faut savoir être tolérant. Voilà, donc chacun son rythme. Tout ça, c'est autant de petites étapes d'apprentissage pour rééduquer son ego et donc pour cohabiter avec lui, le sien et celui des autres. Donc pour résumer tout ça, il faut identifier et comprendre ce qui nous provoque de l'émotion quand on est dans une situation conflictuelle, difficile, des choses dont on a peur. Il faut accepter et reconnaître ses torts. Donc reconnaître et renaître, pour le coup. Ensuite, il faut savoir ce qu'on désire vraiment. Je vous donne un exemple, encore une fois, vous êtes à la limite du burn-out dans votre vie professionnelle et vous n'écoutez pas votre corps ni votre esprit, alors que tous les signaux d'alarme sont là pour vous dire il faut que tu partes. Et vous continuez quand même parce que vous avez peur de vous lancer dans autre chose. Vous pensez n'en être pas capable. Vous pensez que oui, mais je vais trop galérer et j'ai pas envie. Et si ça échoue, machin, j'aurais pas eu envie. Pourquoi vous partez du principe que ça va échouer? Parce que vous n'êtes pas forcément persuadé que vous êtes capable de le faire. Vous avez peur. Donc, il faut accepter tout ça. Et puis ensuite, il faut se demander qu'est-ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous désirez continuer dans cette voie-là et finir en burn-out, quitte à vous faire extrêmement de mal et à arriver à un burn-out à un degré dangereux pour vous-même? Ou est-ce que vous voulez vous sortir de là et enfin trouver quelque chose qui vous rend heureux? Donc c'est ça en fait, savoir ce qu'on désire. Et ensuite, quand vous savez ce que vous voulez vraiment, il va falloir mettre en place des choses, vous donner des objectifs et mettre en place des actions pour faire des choses qui augmentent votre estime de vous-même, pour montrer à l'ego que vous êtes capable. Alors au début, ça va être difficile et c'est pour ça que je vous parlais de tolérance et de patience, parce que les premières petites actions que vous allez faire vont être difficiles à mettre en œuvre. Il y aura toujours l'ego qui va venir vous dire oui mais là tu vas pas y arriver, oui mais là ça fait peur, oui mais là t'es anxieuse donc le fais pas. Sauf que ce sera à vous de puiser la force et les ressources que vous possédez en vous-même pour que à l'avenir vous augmentiez un petit peu cette marge de progression. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer par de petits objectifs pour ensuite atteindre le grand et le tout dernier, le but final. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tolérance et patience avec soi et les autres, faire preuve d'empathie. Parce que si on comprend ce qui nous arrive, on peut plus facilement se mettre à la place des autres, on peut les soutenir, on peut leur venir en aide, et après ça crée du soutien mutuel, et c'est génial, vous vous rendez compte, c'est génial, si tout le monde pouvait se soutenir sans se juger, et bon, même si c'est une utopie et que c'est un monde idéal, mais si déjà vous arrivez à faire ça dans votre cercle proche, c'est idéal, c'est génial. Donc que demander de plus? Il faut se souvenir aussi qu'on ne vient en aide aux autres uniquement s'ils nous le demandent. Parce que donner des conseils, oui, mais attendre de l'autre qu'il les suive, non. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention, encore une fois, à l'ego qui vient vous dire vous ne pouvez pas aller bien si l'autre ne va pas bien. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, du monsieur qui refusait son propre bonheur pour sa sœur, alors que sa sœur ne lui a pas demandé quoi que ce soit et ne voudrait en aucun cas qu'il soit malheureux. Pourquoi? Parce que ça, après, c'est le syndrome du sauveur, et le syndrome du sauveur, il vient de l'ego. Donc attention à ça. Donc oui, venir en aide aux autres, mais pas au prix de soi-même, de croire que vous ne le méritez pas parce que les autres sont dans une situation difficile. Ça, c'est l'ego qui parle. Donc tout ça, ça peut vous paraître bien compliqué, vous demandez beaucoup d'efforts. Alors oui, ça demande de l'effort, parce que si on veut changer des choses, il faut agir différemment. Parce que je crois que je vous le disais ça dans le podcast précédent, c'est reproduire les mêmes actes et les mêmes choses en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie. Donc si vous voulez coller à vos objectifs, être heureux, être aligné avec vous-même, et enfin trouver la paix, l'harmonie dont vous aspirez, à laquelle vous aspirez, il faut faire des choses différentes. Et ça demande des efforts, c'est coûteux. C'est évidemment pas la voie facile. La voie facile, c'est celle de l'ego. Et c'est pour ça que sur Instagram,
Je vous ai illustré ça sur mi-ange, mi-démon, puisque je vois ça, moi, comme la petite voix sur votre épaule qui vous chuchote que la voie la plus facile, c'est celle-là, et que du coup, il n'y aura pas à faire d'efforts et que ce sera le plus avantageux. Donc, succomber au mal parce que c'est plus facile, c'est très imagé, hein, ce que je vous dis, c'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Donc, voilà, ça demande de l'entraînement, de pouvoir se poser, d'identifier les choses et de reconnaître. Ça, c'est hyper important. Ça va être les étapes à faire au tout début de votre apprentissage et ça va devenir un automatisme au fur et à mesure que vous allez le pratiquer. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir ce qu'on veut parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on peut pas, tout ne peut pas découler en fait. Y a rien qui va se passer et c'est normal. Donc de la volonté et puis un petit peu de discipline. Sinon, on peut pas accéder à ce genre de choses. Il faut qu'on puisse être un minimum discipliné et dire ok, je veux ça, donc je vais faire en sorte de l'avoir. Voilà. Maintenant, je veux quand même faire un petit aparté avec tout ça, c'est que dans le cas où vous avez un degré plus poussé dans vos peurs, dans vos réactions, votre honte, etc. Par exemple, des troubles anxieux, vraiment une estime de soi qui est extrêmement basse et qui a provoqué chez vous des troubles ou du moins des choses qui s'apparentent à des pathologies. Moi, ce que je vous donne, c'est une méthode qui est simple, mais qui pourra peut-être pas vous aider. Pourquoi ? Parce que quand on parle de pathologie ou de troubles, généralement, le mieux pour pouvoir réussir à reprogrammer et rééduquer justement son ego et son cerveau, tout simplement, pour réussir à vivre correctement, parce que les pathologies, c'est un handicap qui est au quotidien. Là, il vaut mieux vous faire accompagner et aller en thérapie, parce que les thérapies, ça sert à ça, justement. Là, je vous parle pas de psychiatre ou de psychologue, mais bien de thérapeute. Parce que les thérapeutes vont pas forcément vous donner de diagnostic, mais là, ce qu'on cherche, c'est pas un diagnostic, c'est vraiment une façon de pouvoir corriger et de pouvoir mettre en place des choses qui vous correspondent vraiment et ne pas subir encore l'influence de vos mécanismes de défense qui ont été poussés à l'extrême et donc qui donnent lieu à des troubles et des pathologies. Donc là, le mieux, c'est d'aller voir un thérapeute, de vous faire accompagner. Et puis même, au-delà d'avoir des pathologies, si vous ne vous sentez pas de le faire seul et que ça vous rassure de pouvoir le faire avec quelqu'un de confiance, qui est en plus dans la confidentialité, vous pouvez tout à fait aller voir un thérapeute. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une pathologie grave, lourde, pour aller consulter un thérapeute. Au contraire, si vous sentez que vous avez envie d'être accompagné dans tout ça pour pouvoir comprendre au mieux, allez voir un thérapeute, trouvez une personne qui vous correspond. Encore une fois, hein, il faut prendre le temps aussi de rencontrer des gens et de bien choisir son thérapeute. Il faut que ça passe bien, que le courant passe bien, que vous ayez confiance en cette personne. Sinon, changez de thérapeute. À savoir que bon, c'est pas remboursé, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller chaque semaine. Ça peut se faire par exemple une fois par mois. Vous réservez votre budget une fois par mois. Et donc la thérapie, il y a différentes méthodes de thérapie. Choisissez ce qui vous attire le plus et ce qui vous convient le mieux. Voyez si ça vous fait du bien. Et là, vous pouvez être accompagné sur des méthodes qui sont un peu plus poussées que ce que je viens de vous donner ici. Donc voilà un petit peu la conclusion de comment cohabiter avec son ego. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose dont il faut se débarrasser complètement, contrairement à la religion, à la pensée de la religion, bien que je suis pas en train de dire qu'ils ont tort, hein, parce que la religion, c'est quelque chose de particulier qui ne correspond pas à tout le monde. C'est pas destiné à tout le monde, donc c'est pas une voie que je conseillerais de manière générale. Ça, c'est purement intime. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça, ça a pu vous aider, que ça vous parle, que vous y trouverez des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me faire part ou à compléter des choses que peut-être j'aurais oublié de dire ou des choses que je n'ai pas vues comme ça. Ça peut être également utile aux autres et je pense que c'est important de pouvoir faire ces remarques-là en commentaire par exemple, pour que tout le monde puisse en profiter, des réflexions de chacun, qu'on puisse s'entraider. Et du coup, favoriser la compréhension les uns les autres, les relations d'amour, d'harmonie. Donc voilà, je trouve ça très important et j'espère que c'est un épisode qui vous a plu.
On est ce qu'on est, on est composés tous avec un ego et c'est super important de savoir un petit peu, entre guillemets, l'apprivoiser, l'éduquer et être conscient en fait de qui on est, de nos actes, de ce que ça implique pour nous comme pour les autres et donc de participer à l'harmonie en fait collective tout simplement. Parce que quand on participe à notre harmonie intérieure, ça participe à l'harmonie collective aussi et c'est l'effet boule de neige mais dans le bon sens. Donc, euh, donc voilà. N'oubliez pas la Sainte Trinité euh, de Pascal, Super Nanny et Tony, si vous êtes intéressés. C'est super intéressant, je trouve, à analyser, en tout cas, moi qui étais dans le social avant. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même presque 40 minutes que je blablate. Donc voilà, finissez bien votre petite boisson, votre petit café, votre petit thé. Moi aussi, je vais le finir parce que je parle, mais j'ai pas fini mon café. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère avoir vos retours également. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, un très bon appétit, peu importe le moment de la journée où vous vous trouvez quand vous écoutez ce podcast. Et puis, vivons mieux, vivons en harmonie et dans l'amour. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir, je vous fais des bisous.